Coucou, c'est Bitib de ma petite médiathèque. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog lecture et je commence avec ma lecture du début de la semaine. Alors j'ai repris le travail lundi, je ne vous cache pas que lundi c'était compliqué, mais l'avantage c'est que du coup comme je suis dans le train, j'ai pu reprendre la lecture des Sorcières d'Or et je l'ai presque fini, il me reste vraiment que quelques pages, donc je vais le finir ce soir. Et je vous en reparlerai après. Je suis aussi passée à la librairie. J'avais fait une commande à la librairie, donc Greffine de La Rochelle. Et j'ai acheté, oui, des mangas. Encore. Donc voilà, moi quand je décide de faire du tri de mangas, c'est pas une bonne idée en fait, parce que j'en vire 2 et j'en achète 4. Alors j'ai acheté le tome 2 de Vlad Dracula, dont j'avais trouvé le tome 1 d'occasion. Je l'avais lu il n'y a pas très longtemps et j'avais bien aimé. On va découvrir donc l'histoire de Vlad Dracula, qui est le prince qui a donné lieu ensuite à la légende de Dracula. Mais ici on a sa vraie histoire, parce que c'est un personnage historique, donc on va pas avoir l'histoire de Dracula vampire, mais plutôt l'histoire du prince donc de la Valachie. Donc c'est très intéressant, ça se passe du coup en Valachie et ça se passe, je sais plus, au 15e siècle, voilà. Donc j'avais bien aimé le tome 1, donc j'ai hâte de découvrir le 2. Dans la même veine, j'ai aussi pris le tome 4 de Cesare, qui se passe également, donc où c'est pas vraiment la même époque. Quelle époque est-ce exactement, je sais plus. Non, ça c'est la vie de l'auteur, pas du personnage. Bref, ça se passe en Italie pendant la Renaissance, donc avec Cesare qui est un des seigneurs, donc si je ne me trompe pas, c'est la ville de Milan, mais je suis plus très sûre. En tout cas, voilà, du nord de l'Italie pendant la Renaissance. Et enfin, j'ai aussi... Enfin, non, il en reste encore un, mais ce n'est pas un manga. Donc, dernier manga que j'ai acheté, c'est le tome 5 de BL Métamorphose. Donc, une série toute mignonne. Le tome 5, c'est le dernier tome, où on va suivre donc deux personnages, une jeune femme et une vieille dame, qui se sont réunis par leur passion commune de Boys Love. Et enfin, j'ai craqué pour... Arcana, donc le premier tome, Coven du Tarot, parce que je trouvais cette couverture magnifique, et puis la référence au tarot, ça m'intriguait, donc j'avais envie de découvrir. Donc voilà. Et c'est tout pour les achats, c'est déjà pas mal. C'est un début de vlog très rapide, mais je vous laisse là, je viens tout juste de rentrer du travail, donc je vais me poser finir les Sorcières d'Or, puisqu'il me reste vraiment très peu de pages avant la fin. Et puis je vous en reparlerai demain. Je vous retrouve, nous sommes déjà vendredi matin. Cette semaine c'était la semaine de la reprise et je confesse que c'était assez difficile, du coup je n'ai pas du tout eu l'énergie de vous prendre depuis mardi. Donc même mercredi finalement, où je suis en télétravail, j'ai fait ma vidéo tricot etc, mais après celle-ci j'avais plus
envie de reprendre la caméra, etc. J'ai passé après ma journée de travail, je passais un petit peu de temps avec ma fille et du coup nous sommes allés faire un petit tour à Noz et du coup je voulais vous montrer ce que j'avais trouvé. Alors je vais pas tout vous montrer parce qu'il y a une partie de choses qui étaient pour elle et qu'elle a déjà récupéré, mais je vous montre déjà ce que j'ai pris pour moi. Alors ça c'est pour nous, mais on aime toutes les deux les masking tape et il y avait ces petits masking tape façon, alors ils sont emballés en plastique donc je sais pas si vous verrez bien, mais en fait c'est un peu façon tissu et je vais en ouvrir un pour vous montrer si j'y arrive. En fait bon, je l'ouvre pas parce que pas les yeux en face des trous ce matin, mais en fait c'est ça va être un autocollant, c'est-à-dire que il se déroule pas comme un scotch, on déroule, on coupe la partie qu'on veut et après il y a une petite pellicule à défaire pour pouvoir le coller, mais voilà, le côté un petit peu tissu fleuri comme ça était très joli, donc on a pris ça. On a trouvé aussi des carnets, je vous ai déjà montré les carnets que j'avais trouvés à Action la dernière fois. On a toutes les deux une passion pour les carnets, donc dès qu'on trouve des jolis carnets, on craque, on a une pile, on a une étagère rien que pour les carnets, et puis à chaque fois qu'on a une idée de nouveaux carnets, on va piocher dedans. Donc on en a trouvé deux de cette même marque, alors c'est... quelle marque c'est Cré8 Direct, voilà. Donc moi j'ai choisi celui-ci avec une couverture vert foncé et avec une petite, voilà, qui se ferme comme ça. Et c'est un carnet ligné basique à l'intérieur, il n'a rien de spécial, hein, c'est surtout la couverture qui est jolie. Et donc elle en a pris un autre mais qui est fleuri aussi, mais qui est clair. Et au lieu d'avoir une petite lanière, c'est carrément un rabat qui vient de se fermer avec le même système de petits picots. Alors celui-ci je le trouve vraiment très joli avec toutes ces fleurs un peu vintage. Donc voilà, un carnet de plus dans ma collection. Mais justement ça tombe bien parce que j'arrive à la fin de mon journal, oui on peut appeler un journal intime. Ensuite j'ai craqué pour 2 livres, je ne sais pas si c'est très raisonnable vu l'épaisseur et la taille de ma palle, mais il me tentait beaucoup, c'est des enquêtes dans le Paris du 19e siècle, donc voilà, je ne sais pas s'ils se suivent ou comment ils se suivent etc, mais d'après ce que j'ai compris c'est le même personnage qui va mener l'enquête, donc voilà, il y avait les deux, j'ai pris les deux, une enquête donc de Léandre Laforge. Je ne sais pas si vous connaissez donc cette série. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires enfin, me laisser vos avis en commentaire plutôt. J'ai du mal ce matin. En tout cas, voilà, l'ambiance Paris 19e, ça me plaisait bien. Donc voilà, bien tenté de lire donc ces romans donc de Sylvain Larue, auteur que je ne connais pas du tout. Et enfin, dernière petite chose que j'ai pris pour moi chez Noz, c'est un voilage. Tout simplement, j'ai trouvé ce voilage blanc et j'ai eu envie pour refaire la déco à la maison, même si je ne suis pas encore tout à fait sûre de moi ni de l'endroit où je veux le mettre. Mais un voilage blanc, je me suis dit que voilà, c'était le côté un peu passe-partout. Et comme nous sommes au rez-de-chaussée, enfin la pièce de vie est au rez-de-chaussée et qu'on a une fenêtre côté rue, j'aime bien un voilage blanc. Je me suis dit ça pouvait être bien parce que ça cache un petit peu le vis-à-vis, que les gens ne voient pas ce que vous êtes en train de faire chez vous, mais qu'on puisse quand même avoir la lumière. À cette saison où le soleil se couche du coup plus tard, fermer les rideaux, je trouve ça un petit peu déprimant quand il y a encore de la lumière, donc pourquoi pas rajouter un voilage blanc pour le début de soirée, juste pour cacher le vis-à-vis, et puis une fois que la nuit est tombée, de mettre un rideau plus occultant. Et voilà pour ce que j'ai trouvé chez Noz du coup. Et ensuite je suis passée... J'ai 2 plis encore. Je suis passée chez Croquebook à La Rochelle et comme d'habitude j'ai craqué. Et cette fois j'ai craqué pour La Renaissance pour les nuls. J'ai hésité à le prendre parce que moi je suis pas spécialement fan de la collection pour les nuls. Après chaque titre est écrit par un auteur différent. Par contre c'est vrai que La Renaissance c'est une période que j'affectionne particulièrement de l'histoire, enfin que j'affectionne, que je trouve très intéressante, mais que je connais somme toute assez mal, puisque je l'ai étudiée quand j'étais encore en Italie un petit peu, mais c'était l'école, c'était au collège quoi.
Puis arrivé en France, je trouve qu'on l'a étudié, enfin en tout cas moi à l'époque, je ne l'ai pas vraiment étudié, on étudie beaucoup l'époque contemporaine, mais pas vraiment la Renaissance. Du coup, j'ai une vision très partiale de la Renaissance et surtout très axée donc, sur la Renaissance en Italie. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être une façon rapide d'en apprendre plus sur la Renaissance, notamment en France et dans le reste de l'Europe. Et puis, si j'ai le temps et l'envie, je pourrais toujours approfondir par des livres un peu plus complets. Mais c'est vrai que les livres complets, ben, du coup, je ne prends pas spécialement le temps de les lire. Du coup, là, ça permet d'avoir un petit peu... rapidement quelques notions, donc vous voyez rien. Donc on a d'abord la partie 1, Renaissance, d'abord le cadre, avec chapitre 1, les enjeux de la Renaissance, chapitre 2, le berceau italien, chapitre 3, l'engouement européen, chapitre 4, le monde des grandes découvertes. Ensuite on a une partie 2 dédiée aux beaux-arts et au spectacle, avec la peinture, la sculpture, l'architecture, l'art en fait, théâtre, musique et danse. La partie 3 du coup s'intéresse à la littérature avec belles lettres, les langues en liberté, la poésie, la prose, la littérature satirique. La partie 4, sciences et techniques, place à l'expérimentation, l'imprimerie, le texte et l'image, la médecine et les médecins, l'astronomie, Copernic, Kepler et Galilée. Ensuite, partie 5, philosophie et religion, de relations courageuse, émancipation de la philosophie, bataille de la Bible, la réforme, la contre-réforme. Ensuite, partie 6, l'humanisme et la politique, liberté civile et monarchie absolue. Donc, de la cité à l'utopie, les deux visages du prince, tyrannie et monarchie absolue, face au nouveau monde, 10 adages d'Erasme, 10 femmes remarquables de la Renaissance. Ah oui, ça c'était la partie 7, pardon. La part des 10 avec 10 adages d'Erasme et les 10 femmes remarquables de la Renaissance. Voilà. Donc je ne sais pas quand et comment je pense que je vais picorer de temps en temps quand je voudrais contextualiser une lecture de roman par exemple. Ou de manga. J'ai prévu quelques mangas qui se déroulent dans la Renaissance et du coup c'est bien de contextualiser un petit peu avant. Et puis j'ai aussi craqué pour du coup ce... Alors je vais faire un petit peu de pied, je vais l'ouvrir comme ça je vous le montre. Voilà. Alors ce sont des reproductions. J'enlève le bandeau. Hop. Ce sont donc des reproductions qu'on va pouvoir détacher pour les accrocher. C'était tellement grand que j'arrive pas à vous montrer. Voilà. Je vous approche pour vous montrer les détails. Du coup, j'aime beaucoup. Déjà, moi, j'aime beaucoup les estampes comme ça, naturalistes. Et puis, je trouve que ça donne un petit côté cabinet de curiosité qui est étonnamment ce que j'aime beaucoup et que, surtout dans ma bibliothèque bureau. Et du coup, je me suis dit ça apporterait une petite touche cabinet de curiosité supplémentaire à mon fratras déjà bien complet. Il y avait aussi dans la même collection les estampes des Hiroshige, mais nous les avons déjà. Et puis il y avait aussi Miro, je crois, mais bon ça m'intéresse moins du coup. Alors j'ai pris celui-ci, j'adore ces papillons. Donc je sais pas encore où je vais les mettre, est-ce que je vais les encadrer, est-ce que je vais juste les post-iter, j'allais dire, mais enfin, les fixer avec de la pâte à fixe ou quoi, ou est-ce que je les mets dans des cadres. Le papier, c'est un papier épais, donc ils sont de bonne qualité. Après, voilà, c'est pas non plus des reproductions de ouf, hein, ça reste quelque chose d'abordable. Mais par contre, je me dis que quand même, dans des cadres, ça fera plus joli si j'arrive à trouver des cadres, du coup, abordables. Voilà pour ce que j'ai les emplettes de cette semaine. J'ai été sage, je suis passée à la boîte à livres, mais je n'ai rien pris. Je me suis dit que j'avais déjà assez de livres comme ça. Bon, j'arrive pas à remettre le bandeau, c'est pas grave. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, ce sont donc les dernières revues que j'ai reçues de mes abonnements. Je ne sais plus, certes, il y en a une que j'ai reçue cette semaine, les autres c'était la semaine dernière, mais je ne sais pas si je vous les ai montrées. Donc j'ai reçu le dernier numéro de Alternative Santé, avec donc un dossier détox. Ensuite, j'ai reçu donc le dernier numéro de Plantes et Santé avec du coup un dossier sur la force des nutriments végétaux. Et enfin,
le dernier numéro de 4 saisons avec prêt à tout, les conseils pour parer aux aléas, pour adapter du coup nos potagers aux changements climatiques de ces dernières saisons. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai terminé une lecture et je suis presque à la fin de la deuxième, mais là j'ai mon cours de sport, donc je reviendrai plus tard dans la journée pour vous faire mon bilan lecture. Je voulais juste vous prendre pour vous montrer mes achats avant d'aller les ranger. A plus tard! Nous sommes samedi matin et je vous retrouve pour vous parler de ma dernière lecture terminée. Je me suis préparé un petit thé romarin, fenouil, coriandre et cumin. C'est parfait. Il est encore très très chaud, je prends juste une petite gorgée avant de vous parler du coup de Sorcière d'or que j'ai terminé au début de la semaine, mais je n'avais pas encore pris le temps de vous en parler. D'ailleurs il faut que je fasse mon petit post Instagram. Donc je vous ai parlé en long, en large de ce roman puisque ça va faire un mois à peu près. Il m'a fallu à peu près un mois pour le lire. Faut dire que d'une part c'est un gros pavé, puis je trouvais que la narration n'était pas très rapide, c'est assez lent, il y a beaucoup de descriptions etc. Et du coup comme moi j'étais un peu fatiguée, j'avais besoin de prendre du temps tout simplement pour le lire. Parce que ben voilà, il y a des fois il y a des narrations très très rapides, donc on enchaîne les pages facilement, et quand il y a des descriptions ben ça demande un peu plus de concentration, donc au bout de 2-3 chapitres je décrochais, donc je préférais voilà, varier les lectures plutôt que de persister et de m'en lasser au fait tout simplement. Donc que dire de ces... Donc là je vais faire un petit peu un résumé du coup de mes impressions après l'avoir fini, puisque je vous ai dit donc tout au long de ce mois quel était mon état d'esprit au début, au milieu, etc. Donc ce que je retiens finalement une fois qu'il est terminé, j'ai aimé l'univers, donc nous sommes dans une ambiance aux Antilles, c'est des pays imaginaires, donc voilà, quelque part aux Antilles, des îles qui sont gouvernées par des femmes sorcières, donc des femmes avec des pouvoirs magiques. Et donc il y a tout un système un royaume, empire, etc. Et au moment où on commence l'histoire, donc la doyenne est au pouvoir depuis 10 ans. Elle a renversé les sorcières qui étaient au pouvoir avant elle par la violence. Depuis, donc le pays est divisé en deux ordres de sorcières. Donc il y a les Alombar, il me semble que... Alors par contre, si je prononce mal, excusez-moi, parce que moi avec ce genre de nom, j'ai toujours du mal. Bon, je crois que c'est ça. Donc celles qui sont au pouvoir quand commence l'histoire, ce sont les J'y arrive pas. Heureusement, il y a un petit dictionnaire à la fin. Je vais vous dire ça. Donc, les Alambrar sont au pouvoir et elles ont la particularité d'avoir les cheveux argentés. La doyenne est donc au pouvoir et on va suivre l'histoire du point de vue de sa fille Jasmine. La doyenne est donc au pouvoir, mais elle règne en imposant certaines règles très strictes et violentes. Donc elle pratique des sacrifices humains une fois par an pour que l'île soit protégée. Il se trouve que la sœur de Jasmine, la sœur aînée, a participé à ce sacrifice et donc elle est morte. Donc Jasmine éprouve beaucoup de rancœur envers sa mère. Je vous révèle pas grand chose parce que ça se passe vraiment dans les premiers chapitres, hein. Donc voilà, c'est pour expliquer un petit peu la rancune de Jasmine vis-à-vis de sa mère qui est due à la mort de sa sœur. Parallèlement, on va suivre donc la même temporalité mais d'un deuxième point de vue qui est celui de Iraya, qui est la fille de l'impératrice Obéa, qui était la sorcière au pouvoir dans l'île avant que la doyenne Cariote, je crois que ça s'appelle comme ça, ne la renverse. Donc Iraya est au moment où elle commence l'histoire, elle est en prison, comme beaucoup de ses consoeurs Obéa. En tout cas celles qui ont un pouvoir magique.
mais personne ne sait que c'est elle, la fille de l'impératrice. Donc elle vit comme ça, cachée dans cette prison, et son but c'est de venger ses parents, et du coup elle veut se faire intégrer dans la garde de la doyenne, formée par des EBA, qui donc rejoignent cette garde une fois qu'ils ont récupéré leur pouvoir magique auprès de l'arbre de leurs ancêtres, et vont être liés à la doyenne par un pacte qui les empêche du coup de se rébeller. Donc voilà le point de départ, nous avons ces deux points de vue antagonistes, et les deux héroïnes ont finalement un point commun, c'est d'en vouloir à la doyenne actuellement au pouvoir. Donc toutes les deux vont fomenter des complots pour pouvoir renverser la doyenne, et pour des motivations différentes. Donc finalement on va suivre toute l'histoire comme ça, dans un jeu de manipulation, de mensonge, de trahison à rebondissement, pour la lutte du pouvoir et la lutte contre la doyenne actuellement en place au sein de cette île, sauf que les enjeux sont beaucoup plus grands que tout simplement le pouvoir de l'île, parce qu'il y a aussi la sécurité de l'île dont dépend justement les sacrifices qui sont faits. Et aussi il y a des royaumes voisins qui convoitent cette île, il y a des pirates qui convoitent également l'or de l'île, donc voilà, il va y avoir tout un jeu de pouvoir et de... Comment on a... C'est pas manipulation le mot que je cherche, c'est voilà, c'est des complots, des choses comme ça, etc. Ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est donc l'aspect magie. J'ai aimé la façon dont on parle de la magie, la façon dont elle fonctionne, voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. Les personnages sont intéressants aussi parce qu'ils ont une vraie évolution tout au long de l'histoire. J'avoue que le personnage de Jasmine m'a pas spécialement plu, mais je le trouve intéressant dans l'histoire, dans la mesure où voilà, on la voit vraiment évoluer au fil des événements, et si ce n'est pas un personnage pour lequel moi j'éprouve de l'affection, c'est un personnage qui est quand même intéressant dans l'histoire. J'ai préféré, voilà, entre les deux j'ai préféré Ira, mais leur antagonisme est intéressant, ainsi que le troisième personnage qui est un personnage masculin. Je regrette un peu de ne pas avoir son point de vue à lui, puisqu'on a toujours le point de vue des deux femmes principales, mais finalement c'est quand même un jeu à trois, parce que lui il est très très important dans l'histoire aussi, donc je trouve que ça aurait été intéressant d'avoir son point de vue à lui. Autre aspect que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est que les rapports de domination sont inversés, dans la mesure où ce sont les femmes qui sont au pouvoir, ce sont les femmes qui occupent la plupart des postes importants, donc il y a des hommes, mais voilà, c'est un peu l'inverse du monde réel, je dirais, où on est dans une société matriarcale, donc l'important ce sont les femmes, l'hérité se fait par la mère, les postes, par exemple l'impératrice, son héritière sera sa fille aînée, pas son fils, etc. Donc j'ai trouvé ça intéressant, cette inversion finalement de la domination. Qu'est-ce que... dans les points positifs, voilà, c'est ça que j'ai aimé, c'est un univers intéressant, avec une magie intéressante, bien exploitée, une vraie évolution des personnages, et le côté société matriarcale qui n'est pas inintéressant. Maintenant les points négatifs, parce qu'il y en a. Alors déjà le début, je vous en ai déjà parlé donc je passe rapidement, mais le début est un petit peu brouillon puisqu'il n'y a pas de chapitre d'introduction, c'est un univers assez particulier, complètement imaginaire, donc on le découvre au fur et à mesure d'un point de vue subjectif des personnages, ce qui peut être très intéressant, mais c'est vrai que du coup les premiers chapitres il faut s'accrocher un peu, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages, beaucoup de mots qui désignent tel type de sorcière, tel autre type de sorcière, les charges, etc. Et du coup, moi, personnellement, il m'a fallu, je dirais, 5-6 chapitres avant de vraiment commencer à cerner l'univers. Du coup, au début, ça peut prêter un petit peu... voilà, c'est un peu confus. Après, on a à la fin du livre, au début, oui, à la fin du livre, on a des petits un mini-arbre généalogique des familles, les deux familles qui s'opposent. On a aussi les métiers, enfin voilà, on a des petites fiches à la fin auxquelles on peut se référer, mais quand même, les premiers chapitres, voilà, on découvre, donc, et c'est pas très clair,
le début est peut-être un petit peu brouillon. Et dans ce début, ce qui m'a gêné, c'était un peu le registre de langage où je trouvais que c'était pas maîtrisé. Donc après, je ne sais pas si c'est moi qui me suis habituée au style de l'auteur ou si elle trouve finalement son rythme, son style dans les chapitres suivants, mais effectivement j'avais un peu tiqué sur les registres de langage que je ne trouvais pas forcément bien maîtrisés dans les premiers chapitres, et il y avait un côté un peu too much dans les descriptions, les métaphores, etc. Et finalement, à partir de 7-8e chapitre, je dirais peut-être, ça ne m'a plus du tout gêné, donc je ne sais pas, voilà, si c'est dû au fait que ça y est, je m'étais habituée à l'atmosphère du roman, ou s'il y avait moins de maladresse. En tout cas, dans la suite du roman, j'ai pas du tout trouvé, voilà, j'ai plus du tout tiqué. Il y a toujours des descriptions, il y a toujours des métaphores plus ou moins poétiques, mais ça n'avait pas ce côté too much. Et je trouvais la langue beaucoup plus agréable à lire, beaucoup plus fluide au fait, voilà, c'est ça. Néanmoins, il y a quand même beaucoup de descriptions et il y a du coup une certaine lenteur dans la narration, et ce n'est pas qu'une question de description, parce que les descriptions il y en a beaucoup mais elles sont pas très longues, donc c'est pas non plus très fastidieux, ça permet de bien cerner l'univers, etc. Mais c'est plutôt je saurais pas comment décrire la narration en général qui est assez lente, c'est-à-dire que il se passe des choses mais l'intrigue principale avance pas vite. C'est-à-dire que voilà, on voit où les gens veulent en venir, sauf qu'il y a toujours des complications, il y a toujours un contretemps, il y a toujours le mais, il se passe un autre truc, etc. Donc voilà, on sait où on va, mais ça prend du temps, il y a toujours quelque chose qui va pas, il y a toujours... du coup, voilà, faut être patient. Faut être patient, c'est pas le livre qui t'entraîne. Moi, personnellement, en tout cas, ça ne m'a pas entraîné. J'ai aimé, je suis allée jusqu'au bout avec plaisir. Mais ça m'a pas entraîné à dire ah non encore un chapitre, c'était plutôt je lis 2, 3, 4 chapitres, puis je pose le livre et je passe à autre chose parce que sinon je vais m'ennuyer. Donc voilà, il y a un petit peu cette lenteur. Et après d'un ordre beaucoup plus personnel, mais là c'est pas une question de qualité du roman, c'est plus une question d'affinité personnelle. Beaucoup de problèmes du livre viennent du fait que les gens se parlent pas. Du secret, je veux me débrouiller tout seul, etc. Et c'est vrai que du coup moi ça m'a exaspérée parce que des fois j'étais là mais il suffit que vous parliez pour qu'il n'y ait pas de problème, parlez-vous. Mais bon voilà, ça c'était de la frustration personnelle due à ma personnalité, où je suis pas du tout moi dans le secret, dans la rétention. Moi je dis toujours tout ce que je pense. Du coup c'était hyper frustrant parce que là il y a personne qui dit ce qu'il pense, presque. Mais en tout cas, voilà, un roman très sympa. C'est surtout, je retiens surtout la magie. D'ailleurs, j'ai souligné quelques passages de la façon dont il parle de la magie, du pouvoir magique, etc. Parce que j'ai trouvé ça très intéressant, même d'un point de vue un peu plus spirituel, de la façon dont elle visualise par exemple le pouvoir, etc. J'ai trouvé ça intéressant. Voilà pour la lecture que j'ai terminée. J'en ai presque terminé une autre, mais du coup, comme il me manque quelques pages, je reviendrai vous en parler quand je l'aurai fini. J'espère ce soir. Je reprends un petit peu parce que j'ai pas fini de parler par contre. Comme je ne suis pas venue souvent cette semaine, j'ai finalement beaucoup de choses à dire ce matin. Ah oui, alors je vais commencer par ce que j'ai regardé en série. Et donc j'ai regardé... Phénoménas, qui est un long métrage espagnol, donc lié avec les fantômes, l'ésotérisme, etc. On va suivre 3 femmes d'âge mûr qui vont enquêter qui font partie d'un... Alors je l'ai regardé en espagnol et je faisais autre chose en même temps, donc le départ j'ai pas très bien compris c'était quoi leur club, etc. Mais néanmoins voilà, ils font partie d'un club avec un prêtre et un professeur, etc. où elles enquêtent sur de l'ésotérisme. Le prêtre parle d'un cas qui l'intrigue, mais finalement il se retrouve tout seul aller sur place et il lui arrive un accident très grave. Donc ces 3 femmes, pour savoir ce qui est arrivé à leur amie, décident de partir dans cet immeuble, enquêter et sur ces phénomènes qui pourraient être paranormaux. Et elles amènent avec elles un jeune stagiaire
un universitaire qui est stagiaire donc du 4e membre de l'équipe qui n'est pas venu avec elle. Et donc elles vont rentrer dans cet immeuble et elles vont enquêter sur les phénomènes qui se passent. Donc tout commence au début où elles veulent... où elles prouvent plus ou moins que tout ça c'est que des foutaises, et petit à petit les choses commencent à devenir de plus en plus inquiétantes, jusqu'à devenir vraiment très inquiétantes et à les mettre carrément en danger. J'ai bien aimé l'ambiance, parce qu'on est dans une ambiance un peu horrifique, mais ça va, on peut regarder. Moi je suis hyper sensible, je regarde pas du tout de films d'horreur parce que je supporte pas, et là on n'est pas du tout dans l'horrifique à faire des cauchemars, hein. On est dans le gentil horrifique, avec surtout beaucoup d'humour, beaucoup de autodérision. Voilà, j'ai trouvé ces trois nanas, leur dynamique, elles arrêtent pas, c'est des vieilles amies, mais elles arrêtent pas de s'envoyer des pics, etc. Tout ça en espagnol, j'étais ravie d'écouter de l'espagnol, ça faisait longtemps. Et du coup c'était très chouette. Voilà, si vous avez envie d'une histoire de fantôme qui fait un peu peur mais pas trop, et avec de la bonne humeur, de l'humour, mais aussi quand même de l'attention et de l'action, Phenomenas, qui est sur Netflix. Dans un registre complètement différent, mais toujours pour regarder quelque chose de léger et rire un peu, nous avons regardé avec chérie Mission Pays Basque. Donc là on va suivre une jeune femme qui va donc dans le Pays Basque dans le but d'acheter un magasin à un vieil homme pour y installer un supermarché. Sauf que le vieil homme perd un petit peu la boule, et en même temps il est assez malicieux, il joue de ce côté je perds la boule, je suis pas responsable, donc il se moque un peu d'elle. Enfin bon bref, elle laisse de l'argent et finalement il se trouve que cet homme était sous curatelle et qu'il donc ne peut pas signer la vente. Donc son entreprise l'envoie avec pour mission soit de récupérer la compte qu'elle a versée, soit de signer le contrat de vente de ce magasin, et sa carrière est en jeu. Son fiancé, avec qui elle a projet de s'installer, etc., fait partie de la même entreprise, mais c'est quelqu'un de très vénal, on va dire, et sa carrière l'intéresse presque plus que tout le reste, y compris sa fiancée. Donc voilà, elle part dans cet état d'esprit-là, l'état d'esprit première de la classe, qui veut faire carrière, mais qui en même temps elle n'est pas aussi vénale que son fiancé. Et sur place, bien évidemment, elle va rencontrer le neveu de ce vieil homme qui est un bel homme un peu ténébreux, basque. Et du coup, on est dans le Enemy to Lovers très classique, mais c'est du feel good, c'était très drôle. On a passé un très bon moment. Voilà, c'est vraiment la petite histoire légère où on sait déjà comment ça va se terminer quand ça commence, mais qui était plutôt pas mal faite. Et du coup, en tout cas, on a passé un bon moment, on a bien rigolé. Et dans un registre beaucoup moins drôle, et ça on l'a pas fini parce qu'effectivement mon chéri ça va, lui il dit ça lui fait rien. Moi à chaque soir où on regardait cette série, je faisais des rêves de guerre, donc d'où Mission Pays Basque pour se détendre un petit peu. Donc je voulais vous parler de la série de Defeated, qui est également sur Netflix si je ne me trompe pas, ouais c'est ça, et qui se passe donc dans l'Allemagne juste après-guerre. Donc le pays est occupé, Berlin a été détruit par tous les bombardements, donc la vie, faut qu'elle se réinstalle, et on va suivre j'allais dire un agent de police, mais enfin c'est un gars gradé de la police de New York qui vient à Berlin avec pour mission d'organiser la police allemande du coup. Sauf que la police allemande elle est faite avec les moyens du bord, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'armes puisque ce sont les perdants, donc ils n'ont pas le droit de porter des armes. Il n'y a que des femmes, des jeunes hommes, mais jeunes très genre 16 ans. Ils se défendent avec des pieds de table et des pieds de chaise, et donc l'agent de police new-yorkais doit organiser ce service de police alors qu'il n'a pas vraiment les moyens de l'organiser. La police allemande du coup est en train d'enquêter sur un homme qui profite de la détresse des femmes en leur apportant son aide, sauf que cette aide doit être payée
en échange de prostitution, complot, espionnage, trafic divers et variés, etc. Donc voilà, ils sont sous les traces de cet homme. Et en même temps, il va y avoir un jeu de pouvoir entre l'occupant russe et l'occupant américain. On sent que la guerre froide est en train de s'installer, alors même que les décombres de la ville ne sont pas déblayés. Et donc on est dans cette ambiance très glauque où tout va mal et où les jeux de pouvoir entre grosses puissances qui ont gagné sont en train de se tisser au détriment finalement des civils sur place. Donc c'est très intéressant parce que c'est vrai, j'en avais encore jamais vu, je crois, hein, à moins que j'ai oublié, mais en tout cas de souvenirs, j'ai jamais vu de film ou de série qui se passe dans le extrême après-guerre. J'ai vu des choses qui se passent plus tard, hein, une fois qu'il y a le mur de Berlin, etc. Mais là, on est vraiment juste après la guerre. Voilà, on est encore en train de déblayer les gravats des bombardements. Et c'est la première fois que je regarde une fiction qui se passe dans cette période historique. Du coup, c'est hyper intéressant. Et voilà. Donc, si vous êtes intéressé par cette période historique et par les guerres mondiales et les conséquences sur les populations civiles, c'est une série, voilà, je l'ai pas finie, hein, mais en tout cas pour l'instant, je la trouve très chouette. C'est bien fait, en même temps, voilà, je vous ai donné que des grandes lignes, mais il y a encore des choses en plus. Il y a de la chasse aux nazis, il y a vraiment plein de choses. Je regarde mes notes, hein, parce que... Donc voilà pour ce que j'ai regardé ces derniers temps. J'ai regardé aussi Un soupçon de magie parce que j'avais besoin de quelque chose très feel good. Et voilà, Un soupçon de magie, c'est la série que quand j'ai besoin d'un petit côté doudou, je mets ça le soir quand je suis toute seule, hein, parce que chéri lui il se moque de moi quand je regarde ça. Mais moi ça me fait du bien de temps en temps quand j'ai besoin de me poser. Pardon, j'ai été interrompue, donc je disais que Un soupçon de magie, c'est quand j'ai vraiment envie de regarder quelque chose de doudou et avec zéro cerveau, ça me fait du bien. Donc en ce moment, j'étais très fatiguée, comme je vous l'ai déjà dit, donc là, ces derniers jours, j'ai regardé ça et ça me met, voilà, mais pour bien dormir, c'est parfait. Il y a une dernière chose dont je voulais vous parler ce matin et après je vous laisse pour l'instant. C'était, je viens de m'abonner donc à un magazine virtuel, numérique, voilà, je cherchais le mot, sur l'astrologie, qui s'appelle Météo Astro et qui est proposé par Twig, dont je vous mettrai en barre d'infos la chaîne YouTube et le compte Instagram. Donc c'est son deuxième numéro au mois de mai. Moi j'y connais pas grand chose en astrologie, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de découvrir tout en soutenant donc Twig et son travail. Je ne l'ai pas terminé puisque je viens juste de le télécharger. Donc j'en ai lu la moitié à peu près pour l'instant et j'ai trouvé ça pour l'instant du coup très chouette. J'ai appris des choses et puis donc elle nous parle dans la partie de ce que j'ai lu pour l'instant en tout cas. Voilà, il y a une présentation du signe du mois, la pleine lune, la nouvelle lune, différentes planètes qui vont avoir une influence sur le mois de mai. Et ensuite, il y a aussi des présentations de créatrices nées au mois de mai, voilà, mais à l'honneur des créatrices de contenu ou des artisans. En lien avec l'ésotérisme et la spiritualité qui sont du mois qu'elle présente. Et aussi, voilà, il y avait un truc que j'ai beaucoup aimé. Et si, voilà, il y a une petite partie exercice pratique que j'ai trouvé très chouette. Soit c'est qu'une page, hein, mais j'ai trouvé ça très chouette. Elle propose un petit exercice de journaling avec quelques questions de réflexion. Et un tirage de pleine lune, un tirage de nouvelle lune, ou enfin un tirage pour le signe du taureau, un tirage pour le signe des Gémeaux. Donc après on le fait quand on veut. Moi j'aime faire ça à la pleine lune, à la nouvelle lune, mais voilà. Elle s'inspire des signes dominants du mois pour proposer un tirage à faire pour ce mois-ci. Et du coup moi j'aime bien ce genre d'exercice. Et pour le journaling je suis ravie puisque
Justement, je cherchais quelque chose qui fasse un petit peu des défis de lecture, écriture pour mon journal. Donc ça tombe à point nommé puisque je n'avais pas trouvé ce que je cherchais. Et là, je ne pensais pas trouver ça, mais je le trouve. Donc là encore, son exercice s'inspire évidemment de l'astrologie du mois, du signe, des mouvements des planètes, etc. pour poser les questions. Je n'ai pas répondu encore à toutes les questions puisque voilà, il y en a pas énorme, mais je vais prendre le temps de le faire tout au long du mois de mai. Qui n'a pas encore commencé, soit dit en passant, mais du coup j'ai quand même commencé à travailler sur la première question parce que ça m'a fait penser à un rêve que j'avais fait ce matin et qui m'a d'ailleurs tiré de mon sommeil. J'étais dégoûtée parce que j'avais tout prévu, j'avais donné à manger au chat hier soir, j'avais fermé tous les volets, les portes en me disant je vais enfin pouvoir faire la grasse mat. Que nenni, à même pas 7 heures j'étais réveillée. Bon, en même temps, moi et la grasse mat, on n'est pas spécialement amis, on l'a jamais été, donc voilà, je me faisais pas trop d'illusions. 7 heures, c'est déjà pas mal par rapport aux derniers jours où c'était plutôt 4-5 heures. Donc, j'étais quand même contente. Sur ce, je vous laisse, je retourne à monter et je vais terminer ma lecture dont il me reste que 4-5 pages et j'espère revenir plus tard dans la journée pour vous en parler. Nous sommes dimanche déjà et je viens conclure ce vlog avec les dernières lectures de la semaine. Donc je vous disais, je vous laissais mariner un petit peu, j'ai bientôt fini une lecture. Bon, il s'agissait de La Chambre des officiers que j'ai terminé donc... je l'ai terminé quand? Hier? Je sais plus. Bref, donc La Chambre des officiers que j'avais commencé pendant le marathon de lecture qu'on avait organisé avec Kyo Book et Blandine de Vivre Livre dans le cadre de son challenge, je trouve plus le mot, de son challenge dédié à la Première Guerre mondiale. Donc c'est un livre qui m'a prêté ma fille, qui est derrière d'ailleurs la chaîne Instagram Kyo Books. Et donc je l'avais commencé pendant le marathon et depuis j'avoue que je l'avais mis en pause, j'étais pas trop d'humeur à des lectures de guerre et tout ça, donc je l'ai repris cette semaine et je l'ai terminé. C'est un très bon roman, donc on va suivre Adrien qui est donc officier dans l'armée française et qui part au front en 1914. Et dès le début de la guerre, il est très grièvement blessé au visage, à savoir qu'il lui manque carrément une partie de son visage. Donc il est envoyé, je crois que c'est Val-de-Grâce, bref, Val-de-Grâce, c'est ça. Donc dans un hôpital militaire à Paris, et finalement il va passer toute la guerre hospitalisé, d'opération en opération pour essayer de lui reconstituer un visage. Et donc il va, au fur et à mesure que le conflit avance, au départ il est tout seul dans la chambre et puis petit à petit de nouveaux grands blessés vont rejoindre son service qui est donc dédié à tous ceux qui sont blessés du visage et dont il va falloir reconstituer le visage par chirurgie. Donc toute la première partie, on est vraiment axé sur les blessures et il y a des descriptions. Si vous supportez pas les descriptions médicales, les blessures, le sang, etc., franchement, je vous conseille pas parce que moi, il y avait des moments où j'étais là. Ma fille, elle a lu ça en classe, donc elle est en 3e, j'étais là, moi, ça à 15 ans, c'est bon, je faisais des cauchemars pendant des semaines.
Donc il y a une partie, voilà, toutes les blessures avec les descriptions et tout, c'est quand même assez... voilà, faut avoir l'estomac accroché. Par contre, c'est hyper intéressant. Déjà, on a la guerre d'un point de vue différent de ce qu'on a l'habitude. Et puis, au-delà des blessures, etc., du coup, Adrien, comme il est enfermé dans un hôpital complètement défiguré, donc lui, il est très jeune, il doit avoir une vingtaine d'années, je ne sais plus exactement, mais voilà, il se retrouve défiguré à 20 ans, donc tout ce qu'il avait prévu de sa vie, finalement, va être bouleversé au-delà de simplement quelques années de guerre. C'est tout son avenir qui est bouleversé, donc déjà il n'ose pas parler de sa blessure à sa famille parce qu'il n'arrive pas à gérer la façon dont cela pourrait être pris, et finalement ils vivent très au jour le jour parce qu'ils se refusent à penser au futur. Et il va se lier d'amitié avec d'autres grands blessés, et donc voilà, on va le suivre au fur et à mesure de la guerre, et son état d'esprit qui change. D'abord, il est tellement dans la douleur, etc., qu'il ne pense pas à grand chose, et puis petit à petit, commence à penser déjà à survivre au jour le jour, et puis plus tard à voilà, se reconstruire une vie une fois que la guerre est finie, etc. Alors, j'ai du mal à trouver mes mots. Ce que j'ai aimé, c'est toutes les réflexions qu'il va avoir du coup sur la société, sur le sens des choses, etc. Et par exemple, il va parler religion avec ses camarades, il va parler voilà, de plein de choses différentes. Et du coup, il y a des passages qui sont vraiment super chouettes, qui sont vraiment intéressants, qui nous font, même nous, un siècle plus tard, se poser et réfléchir, parce que finalement... elle avance pas si vite que ça, la société. Donc ce qu'il dit là, qui se passe en 1914, finalement, ça fait réfléchir même aujourd'hui. Donc c'est un très bon roman. Je ne connais pas du tout l'auteur, le contexte, ça a été écrit... ça date de quand? Dépôt légal 2015, donc c'est un roman récent. Hein. Moi je connaissais pas du tout, c'est donc écrit par Marc Duguin, donc je connaissais pas du tout. En tout cas, c'était une très chouette lecture, j'ai beaucoup aimé. C'est un petit roman, donc j'ai mis du temps à le lire, non pas parce que ça se lit lentement, mais tout simplement parce que j'ai lu la moitié en 2 jours, et puis je l'ai posé parce que j'avais besoin de quelque chose de plus léger, et je l'ai repris et je l'ai fini voilà, en une journée quoi. Donc il se lit très très vite, mais voilà, ça aborde des sujets quand même pas faciles, à savoir la guerre et du coup les très grands blessés pendant la guerre. Avec un aspect médical sur toute la première partie du récit qui peut être difficile, voilà. En tout cas, très chouette lecture, donc je remercie ma fille de me l'avoir prêtée, et je valide ainsi une lecture pour le challenge de Blandine, un challenge donc très intéressant auquel je participe depuis sa création, mais de façon comme ça sporadique, parce que c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup, mais c'est vrai que voilà, à lire avec parcimonie, sinon on fait une dépression. Donc je change complètement de registre. Après avoir fini cela, j'ai cherché d'autres lectures, donc j'ai commencé la saga de... Alors, est-ce que je vais arriver à le prononcer? Non, je n'arriverai jamais à prononcer ça. Je n'ai absolument aucune idée de la façon dont il faut prononcer. En tout cas, c'est une des sagas islandaises, donc qui est ici traduite et annotée par Régis Boyer, que j'avais acheté le mois dernier, il me semble, je l'ai acheté. Et qui, je l'ai acheté dans le but d'accompagner la lecture des magazines numériques Une année en magie, écrit par Lyria Seltoir, j'y arrive jamais, bref, je vous mets sa chaîne YouTube Bombarde Info, et donc comme je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, elle propose un abonnement sur Patreon où on reçoit un livret tous les mois sur la magie, l'ésotérisme, etc. Et il y a une partie historique où on revient sur la magie en Europe depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, et cette année 2023 c'est ouvert avec tout un chapitre sur les Vikings.
Donc je trouvais intéressant d'accompagner ces articles qui sont très bien faits, très documentés, etc. de lectures originales de vikings médiévaux, donc saga islandaise. J'avoue que je ne savais pas du tout, voilà, c'est la première saga islandaise que je lis, donc je ne savais pas du tout comment serait le style, etc. La littérature médiévale en général, je suis pas forcément on va dire, dans ma zone de confort. J'en ai lu très très peu. J'ai lu Chrétien de Troyes comme littérature médiévale. Donc c'est un style complètement différent. On était plus dans les chevaliers de la table ronde, etc. Donc là, on va être dans les sagas familiales. Et bon, c'est intéressant parce que voilà, ça parle des Vikings, de l'époque des Vikings, et c'est pas de la fiction écrite après. Mais le style est quand même assez particulier et donc c'est tout petit, je pensais lire ça en une après-midi. Finalement j'ai lu ça, voilà. Parce que ça demande quand même enfin c'est pas que ça demandait la concentration, mais c'est qu'au bout d'un moment j'en avais marre, je m'ennuyais quoi. Ça commence déjà, il y a un chapitre, il y a Bidule, fils de machin, qui habite à Perpète, machin, fils de truc, qui habite à Perpétune. Et t'as comme ça le recensement de l'île. Tu sais pas pourquoi on nous parle de ces gars, quelle est la relation entre les... Bon, t'as une liste interminable de gens aux noms imprononçables qui habitent dans des lieux aux noms imprononçables. Heureusement que souvent les lieux où ils habitent portent leur nom, comme ça au moins tu sais qui on va voir quand on dit on va à tel endroit. Mais bon voilà, ça commence comme ça, déjà t'as le recensement de l'île. Après, ça commence avec plein de petites anecdotes. Il y a le fils du héros, du coup, qui ramène les moutons, et puis tout le monde il est content, et puis le grand... le gars puissant du coin, il est pas content, parce qu'il aime pas qu'on dise du bien du gars. Ok. Une année plus tard, il retrouve les moutons et rebelote. Et puis une année plus tard, il retrouve les moutons et rebelote. J'étais là, c'est bon là, tes moutons, je vais te les faire bouffer. Il se passe quoi? C'est quand que tu crèves. Bon, voilà. C'est intéressant d'un point de vue de connaître un peu le mode de vie des Vikings à l'époque, etc. Et du coup, c'est beaucoup moins épique, beaucoup moins dépaysant que les séries qu'on peut voir à la télé et qui sont du coup pas très historiquement correctes. Pour l'instant, voilà, ça a un intérêt historique de connaître la vie des Vikings. Je me passionne pas pour du tout pour cette lecture. Je trouve ça plutôt ennuyeux, donc je la finirai bien sûr, hein, mais j'en ai acheté 3, je me dis fou, j'ai peut-être été un petit peu... Mais bon, ça va être intéressant de les connaître, et puis après, voilà, du coup, je saurai comment vivaient les Vikings en Islande à l'époque. Après quoi, j'ai voulu changer de tout au tout et prendre une autre lecture, donc j'ai lu le premier tome de Orange, donc un manga en... je sais plus, je les ai tous, 5 tomes, 5 tomes, je sais plus. En tout cas, c'est une série très courte, une série shoujo, qui appartient donc à ma fille, mais pas la cadette, l'aînée, qui avait lu ça quand elle était elle-même au collège, et qui depuis m'a dit que c'était une bonne série shoujo que je devais découvrir, donc depuis, elle est dans ma palle. Et ça y est, à l'occasion du Tarot Book Challenge, je l'ai sortie de ma palle, et je me suis dit que j'allais la lire. Donc le Tarot Book Challenge se termine fin mai, donc j'ai encore le temps de lire tous les tomes. J'avais fait une palle 100% manga pour le Tarot Book Challenge avec des mangas pour le mois d'avril, puisque c'était également le challenge un mois au Japon organisé par Hilde et Lou. Je n'aurai pas le temps de finir ma carte pour... Aujourd'hui on est le 30, non? Voilà, c'est clair que ma carte n'est pas terminée, donc je vais me donner une petite prolongation et publier mon article sur le blog un petit peu plus tard quand j'aurai lu au moins un manga par catégorie. En tout cas, ben voilà, c'était l'occasion de sortir les mangas de ma palle et j'en ai lu pas mal, donc je suis quand même contente.
Donc que dire de Orange, je n'ai lu pour l'instant que le premier tome. Le point de départ de l'histoire, c'est que l'héroïne est au lycée, je crois qu'elle est en première année de lycée, et elle reçoit une lettre écrite par elle-même 10 ans plus tard. Donc elle reçoit une lettre du futur, et dans cette lettre, elle se dit à elle-même qu'elle a des regrets par rapport à cette période de sa vie et qu'il faut qu'elle fasse tout pour éviter qu'elle ait ces mêmes regrets à l'avenir. Et donc la lettre elle lui révèle qu'un de ses nouveaux camarades de classe qui vient d'arriver dans la ville va bientôt, qui va disparaître, et elle doit empêcher que cela ne se produise. Donc je trouve le point de départ hyper intéressant. Par contre, je dois avouer que l'héroïne, du moins dans son premier tome, c'est vraiment l'archétype de l'héroïne shoujo que je déteste. La fille tellement gentille qu'elle dit jamais ce qu'elle pense parce qu'on sait jamais ça pourrait gêner, qui veut toujours rendre service aux autres, parfois même à son propre détriment, mais ça va à un tel point maladif que par exemple, cette scène elle m'a tuée. Elle a des chaussures de sport trop petites parce que ses parents se sont trompés, ils lui ont acheté des chaussures trop petites. Et au lieu de leur dire tout de suite de façon qu'ils puissent changer les chaussures, ça fait 1 an qu'elle porte des chaussures trop petites parce qu'elle veut pas déranger. Ah, j'avais envie de la baffer. J'avais envie de la baffer. Du coup, cette héroïne, elle m'est pas vraiment sympathique, mais en même temps, dans le processus de comment faire pour empêcher que les événements qui vont arriver arrivent, il va y avoir aussi, elle doit apprendre à du coup dire ce qu'elle pense, dire ce qu'elle veut et s'affirmer davantage. Donc voilà, elle a une trait de caractère que je déteste au départ, mais déjà elle commence à évoluer dans ce premier tome, donc j'imagine que dans les tomes suivants ça va continuer pour qu'elle arrive à s'affirmer davantage et à pas être autant effacée soi-disant pour le bien des autres. En réalité c'est surtout un manque de confiance. Je vous montre un petit peu quelques images comme ça au hasard juste pour vous montrer le style du dessin. Voilà. Donc on est dans du school life, à part ce côté fantastique où elle reçoit une lettre du futur, on est dans du school life traditionnel où on va suivre une bande de copains à l'école, après l'école, pendant les vacances scolaires, ils mangent, ils vont en cours, ils font des compètes de sport, voilà. Le school life traditionnel. En tout cas, ce premier tome me donne quand même envie de lire la suite, donc on verra quand j'aurai tout lu ce que j'en pense. Je m'arrête là parce que ça fait déjà 15 minutes que je parle et j'ai fait le montage des séquences précédentes qui sont... ça va être long. Du coup, je m'arrête là. Juste un petit mot pour vous dire, je vous ai intercalé des petites séquences. 3 façons de préparer mon petit déjeuner du moment à base de psyllium. Le psyllium, du coup, ce sont des écosses d'une plante qui absorbent énormément l'eau et qui font du coup une sorte de pudding mais qu'on n'a pas besoin de cuire. Et moi j'aime beaucoup, j'ai découvert grâce à Rose Poudrée qui en parlait sur son compte Instagram. Et j'adore, ça n'a pas vraiment de goût mais du coup je mets d'autres ingrédients et c'est mon nouveau petit déj préféré, donc je vous ai mis 3 façons différentes de le préparer.